L'Iran reste toujours le rival des États-Unis, malgré la politique d'ouverture du modéré Hassan Rouhani, qui vient d'être réélu à la tête du pays avec 57% des voix contre 38% pour le conservateur Ebrahim Raïssi. Et dans les rues de Téhéran, c'est plutôt la satisfaction. Nous ne voulons plus revenir en arrière. On a déjà eu 8 ans de conservatisme avec Ahmadinejad. On a souffert, alors on veut avancer maintenant et gagner notre liberté. Grâce à Rouhani, on peut de nouveau échanger avec le reste du monde, voyager, recevoir des touristes, et ça va continuer. Téhéran, la jeunesse qui ose, comme l'a titré Courrier international. Hassan Rouhani, c'est un soulagement, Madame Mostafavi? C'est un moindre mal, on va dire. Voilà, ça fait 4 ans qu'il est arrivé après 8 ans d'Ahmadinejad, un mandat difficile sous Ahmadinejad, une révolution, presque un début de révolution qui a été quand même réprimée dans le sang, il ne faut pas l'oublier. Et les Iraniens n'ont pas oublié. C'est aussi pour ça que ces jeunes Iraniens, puisque en Iran, quand même, la population est très majoritairement à plus de 60% jeunes, a décidé de se mobiliser pour éviter, c'était vraiment pour éviter le retour des conservateurs, pour donner aussi un peu de pouvoir supplémentaire peut-être à Rouhani, pour que justement il aille s'attaquer à des choses qui sont restées en suspens pendant son premier mandat. Parce que dans les questions intérieures, dans les questions notamment politiques, là, quand il a été réélu, il a fait référence à Mohamed Khatami. Mohamed Khatami, c'était l'ancien président, lui aussi qu'on qualifiait de modéré, un président dont on n'avait plus le droit de prononcer le nom depuis quelque temps, puisque le guide suprême avait décidé qu'on n'en parlait plus parce qu'il était trop subversif. Pourquoi il était subversif? Parce qu'il avait soutenu justement ce mouvement vert et les dirigeants qui sont Moussavi et Karoubi, qui sont toujours en résidence surveillée. Et ça, on va attendre de voir justement, est-ce qu'il va oser aller un petit peu plus loin que ce qu'il avait déjà fait, parce que là, pour l'instant, il a fait l'ouverture sur le monde, il a fait l'économie, il a amélioré l'économie, il a amélioré dans une certaine partie le quotidien, même s'il reste encore beaucoup de problèmes. Le taux de chômage, voilà, le taux de chômage reste élevé. Il y a quand même toute une partie de l'Iran, y compris de la jeunesse iranienne, qui vit grâce à un système de subventions, qui vit grâce à un système idéologique qui leur permet de tenir, en fait, puisque toutes les gens qui font partie des milices comme les Bassidji, ce sont des gens qui sont dans le système aussi. Donc, il va falloir trouver ces moyens aussi de réconcilier ces deux Irans, de voir s'il va aller un peu plus loin sur le plan des libertés civiles et de voir s'il va oser politiquement des choses qui n'ont pas été osées jusqu'ici, parce que modéré, il faut voir modéré par rapport on sait que c'est modéré par rapport à qui? Modéré par rapport à Ahmadinejad, modéré par rapport à Raïssi, qui est quand même, on peut dire un sinistre personnage. Et qui est un proche donc du guide suprême. Et pressenti pour être son successeur. Donc c'est ça le plus important. C'est que même si Raïssi a perdu une bataille, il n'a pas perdu la guerre pour l'instant. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, Ali Khamenei, dans la société iranienne? Dans la société iranienne, je pense juste une figure tutélaire. Tutélaire. Après, je dirais pas une figure aimée, mais ce qui est inquiétant, c'est que son pouvoir reste réel, et s'il est remplacé par quelqu'un comme Raïssi, qu'est-ce que ça peut donner? Au niveau social, quels sont les changements notables depuis Rouhani? On peut dire un petit relâchement sur pour chasser les gens, les tenues vestimentaires, etc. Mais moi, je resterais encore plutôt modérée sur les évolutions, et notamment, par exemple, sur la peine de mort, où l'Iran reste quand même en tête. Et évidemment, on sent bien cette implication des Iraniens sur les questions politiques. 72%, c'est le taux de participation, et pour cause, les enjeux sont énormes, vous l'avez dit, sur la scène internationale. Oui. Les chiffres officiels, 72%, voilà. Mais on ignore les véritables chiffres. Hein. Je ne suis pas sûr que mais il y a eu quand même une bonne participation. Oui, sans doute. Beaucoup d'enjeux donc sur la scène internationale également, et notamment le deal nucléaire. L'accord nucléaire a été signé en 2015. Qu'est-ce que ça a permis, cet accord? Alors, ça a permis quand même une chose très favorable à l'Iran, c'est-à-dire de pouvoir réexporter son pétrole.
qu'elle ne pouvait quasiment pas faire. Donc ça, c'est quand même une des grandes réussites de Rouhani. Si vous voulez, après, il a pu s'attaquer à d'autres problèmes, comme limiter l'inflation, qui était quand même accablante sous Ahmadinejad. Ça devait être de l'ordre de 40%, probablement. Et donc, il a fait baisser... Alors, son grand échec, c'est le taux de chômage, qui est, là aussi, qui est très, très lourd. Et puis, je crois qu'il n'a pas beaucoup desserré l'étreinte, si vous voulez, des services de sécurité sur la vie. Pour en revenir à l'accord nucléaire, il est menacé aujourd'hui par les États-Unis? Je crois pas qu'il soit menacé par les États-Unis. Il y a tout un jeu, effectivement, d'administration Trump. Évidemment, je pense que c'est de bonne guerre de dire qu'on va le dénoncer, mais je crois qu'il y a eu quand même ce petit signe, quand même, c'est que en faveur de Rouhani de la part de l'administration américaine, qui a prolongé un allègement des sanctions peu avant 2 jours avant le scrutin. Donc c'est quand même un signe. Je ne vois pas revenir ensuite. C'est un message à prendre en compte. Oui, alors maintenant, si jamais l'Iran fait un certain nombre de ce que les Américains appelleront des provocations, comme les tirs de messages balistiques, alors évidemment, tout peut être remis en cause. Un point essentiel quand même sur cette campagne, c'est la violence des affrontements internes. Là, les débats télévisés, ils se sont écharpés. On a vu quand même Rouhani, qui est quand même quelqu'un plutôt pondéré, qui disait à son interlocuteur Kalibaf, qui s'est ensuite retiré, et il lui dit, mais vous êtes un voyou. Enfin, vous voyez, il lui a dit même, vous devriez, si je n'étais pas un homme d'honneur, vous seriez en prison. Vous voyez, et puis de l'autre côté, il y a eu des attaques aussi à hominem qui est extrêmement violentes. Donc on a quand même eu 2 lignes en Iran qui n'ont jamais été aussi opposées l'une à l'autre. Et pourtant, Rouhani est beaucoup moins réformateur que l'étaient ses prédécesseurs. Moi, je pense qu'en fait, ils ont généré une forme de statu quo. Et aller plus loin à droite ou aller plus loin vers le libéralisme ou la modernisation, c'est prendre des risques que le système lui-même ne veut pas prendre. Rouhani, avec toutes ses qualités personnelles, est un homme du système. Il n'est pas une extrapolation, il ne vient pas de l'extérieur. C'est un mot-là, etc. Donc je pense que ce pays se dit bien que il rentre dans des phases de turbulence. Quand on voit cette jeunesse qui monte, on sent bien que cette jeunesse, elle n'est pas révolutionnaire au sens où l'étaient leurs grands frères ou leurs parents. Ils ont envie d'Amérique, ils ont envie d'Europe, ils ont envie de commercer, ils ont envie de regarder la télévision, ils ont envie de regarder des films, ils ont envie de sortir avec leurs copines dans la rue, etc. etc. Donc, tout cet appareil qui est en haut, qui est assis sur cette poudrière sociale, culturelle, civilisationnelle, ils se disent maintenant un statu quo aussi longtemps que possible avec des gens qui jouent un jeu. Moi, je me doute bien que Rouhani, il est moins... Je ne connais pas le monsieur qui a l'air visiblement assez inquiétant dont tu parlais, mais tous ces gens, c'est une lutte dans l'appareil pour le maintien de l'appareil, plutôt par là ou plutôt par là. Mais si vous descendez d'un cran, les gens veulent changer l'appareil, mais c'est pas faisable aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai que le changement auquel on a assisté, c'est vrai que les Iraniens, à un moment donné, s'étaient dit, bon... oui, ils envoient des messages. Tant pis, on ne va pas voter, notamment pour la première fois où Ahmadinejad a été élu, parce que de toute façon, le système ne va pas changer, ce n'est pas de l'intérieur qu'on peut changer le système. Et après cet élan un peu révolutionnaire qu'il y a eu en 2009, et la façon dont cela a été réprimé, il y a cette volonté de se dire, bon, peut-être que finalement, on doit faire cette révolution doucement, en adhérant... avec toutes les mesures au système. Et parmi les autres grands rivaux de l'Iran, il y avait les États-Unis, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite. Quand Riyad accuse régulièrement Téhéran d'attiser les conflits régionaux, le roi Salman vient de le rappeler maintenant, on vient de recevoir un urgent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là ? Il y a quand même une implication extraordinairement forte de l'Iran en Syrie. Je veux dire, le régime de Bachar a été sauvé d'abord par les Iraniens, ensuite par les Russes. Le nombre de conseillers militaires et toutes les milices qui sont engagées en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad, c'est considérable. Il faut aller aussi dans les cimetières iraniens et vous voyez quand même maintenant des carrés de tombes de victimes, gardiens de la révolution, miliciens qui sont tombés sur le front syrien. Il y a aussi des carrés pour les Afghans parce qu'évidemment, ils recrutent beaucoup de pauvres Afghans qu'ils envoient se battre en Syrie. Donc, il y a donc le front syrien. Il y a le front irakien, très important. Les milices chiites avec leurs conseillers iraniens sont tout autour de Mossoul et vous pouvez voir des Iraniens en tenue, tout simplement, et qui ne se cachent pas. Donc, vous voyez, alors, je suis, moi, en revanche, beaucoup plus circonspect sur le Yémen. Je pense qu'il y a très peu d'implication iranienne. Peut-être parce que c'est difficile d'accès, mais on a quand même un Iran extrêmement agressif à l'extérieur. John Christopher Bagley. Oui, enfin, il faut mesurer ce que vous appelez agressivité, parce que l'ingérence étrangère en Syrie, c'est pas seulement l'Iran. C'est également
par procuration et avec ce mercenariat djihadiste financé en partie par l'Arabie saoudite, c'est aussi une ingérence étrangère agressive qu'il faut mettre dans la balance. Donc, je suis entièrement désaccord avec vous, parce qu'effectivement, il y a une ingérence saoudienne, évidemment qu'il y a une ingérence de Koweït, de nombreux de pays du Golfe, mais l'armée, enfin les volontaires iraniens, gardiens de la révolution iranienne, ont commencé à sévir en Iran avant ce genre d'ingérence étrangère. Vous voyez, c'est quand même... Wikileaks a quand même démontré une implication armée et financière, même avant, si vous voulez, la répression suite aux manifestations, suite à la crise économique de sécheresse, etc. Et qu'il y a quand même un scénario saoudien de faire... Donc l'Arabie saoudite est en train de jouer double jeu, c'est ce que vous êtes en train de dire? Je veux dire, il y a toute une phase quand même dans l'insurrection syrienne qui était pacifique. Et là, le régime syrien, avec sa brutalité habituelle, a complètement massacré ces manifestations et a amené un durcissement, effectivement, des manifestations et l'arrivée, à ce moment-là, de dons financiers saoudiens, de volontaires saoudiens, etc. Mais ça, c'est bien évident. Mais dans un premier temps, quand même, l'engagement iranien, il est à visage découvert, au moins. On voit des passes d'Aran partout sur le sol syrien. On ne voit pas des officiers de l'armée saoudienne en Syrie. Dans le contexte, c'est la lutte implacable entre l'Arabie saoudite qui se pose comme leader du monde sunnite et l'Iran qui se pose comme leader du monde chiite. Et c'est le drame de l'islam contemporain, mais c'est un drame de l'islam contemporain qui remonte aux origines de l'islam et que l'islam trimballe depuis la révélation. Et donc, juste après la révélation. Donc, c'est une lutte stratégique profonde qui touche plusieurs théâtres d'opération tous les jours, quotidiens. On ne parle pas beaucoup de pétrole aujourd'hui, mais vous avez là les deux principales puissances pétrolières du Moyen-Orient et les principales puissances pétrolières du monde. Si elles se mettent d'accord, il se passe quelque chose. Si elles sont en lutte, y compris sur le pétrole. Donc c'est la Syrie, c'est le Liban, c'est le Yémen, c'est ce qui se passe en Irak, vous le disiez. Mais tout ça, pour eux, c'est des théâtres d'opération. C'est comment et je pense que malheureusement, s'il n'y a pas un effort, encore une fois, et je vais en revenir à mon ami Barak, s'il n'y a pas un effort à un moment pour que le monde extérieur dise à ces deux grandes composantes de l'islam, ça touche que le Moyen-Orient, parce que l'islam chiite n'existe pratiquement pas au Maghreb et n'existe pratiquement pas, sauf de manière parcellaire, dans l'islam asiatique. Mais il faut réconcilier ces peuples qui pèsent trop lourd dans la balance, qui ont des capacités militaires très importantes, qui vont se surarmer. Donc il y a une espèce de poudrière à l'intérieur de l'islam qui est là pour durer. Donc c'est dans l'intérêt des États-Unis de ne pas répondre à la main tendue de l'Iran. Ils ont deux options. La première option, c'est de s'appuyer sur leurs alliés. On en parlait tout à l'heure de leurs alliés traditionnels stratégiques. L'autre option qui a été tentée par Barack Obama, qui était d'ouvrir vers l'Iran. Après, il n'est pas le seul responsable. Une partie de l'État iranien a tout fait pour savonner le rapprochement avec l'Amérique, parce que ça veut dire aussi, tout le monde sait très bien que quand l'Amérique vous embrasse, il y a des conséquences très importantes. Il y a une libéralisation, il y a du business, ça va amener des idées, des images. Les types sont arc-boutés sur la défense de leur modèle. Donc tout ça est très compliqué. C'est pour ça que les mois et les années qui viennent, c'est extrêmement inquiétant. Ce que vous racontez sur le Yémen, personne ne visualise, mais les Houthis, c'est quand même... on parle de pick-up Toyota, quelques missiles quand même, parce qu'il y en a un qui est passé au-dessus de la frontière, j'ai entendu hier ou avant-hier, mais la puissance saoudienne devrait eh bien non, elle s'impose pas. Washington qui a aussi accusé hier l'Iran de soutenir le terrorisme. Jean-Pierre Perrin. Alors, directement, peut-être pas, mais via le Hezbollah, oui, si vous voulez. Le Hezbollah est quand même impliqué dans un certain nombre d'opérations. Alors, je vais encore revenir sur la Syrie, mais aussi en Irak. Donc, effectivement, si vous voulez, il n'y a pas effectivement, ce n'est plus l'Iran des années 80, si vous voulez. Donc il n'y a plus d'attentats organisés directement par Téhéran, mais il y a quand même, via ses alliés, ses proxies, pour reprendre un terme américain, anglais. Un dernier mot, mais là où on voit que tout ça est très compliqué, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le wahhabisme, c'est quand même une pratique de l'islam extrêmement rétrograde et minoritaire, qui a généré en elle-même des mouvements encore plus rétrogrades et encore plus minoritaires et encore plus violents qui ont donné naissance à Al-Qaïda, à tous ses copains. Donc, je veux dire, on ne peut pas non plus
encore une fois, c'est malheureusement très compliqué et les Séoudiens ont une part de responsabilité dans l'émergence de l'idée, comme ils ont une part de responsabilité par le prosélytisme aujourd'hui qu'ils font un petit peu partout, en particulier en Afrique, sur l'aspect wahhabiste. L'Iran qui est aussi dans l'actualité d'un coup de crayon, c'est la semaine de dilemme en dessin. Rouhani veut poursuivre sa politique d'ouverture. Je t'ai vu, dit-il à Ebrahim Raïssi, candidat malheureux à la présidentielle, qui veut justement fuir cette ouverture et qui sort par la petite porte. Trump en Arabie Saoudite a un contrat d'armement à 380 milliards de dollars. Trump qui dit « Leur arsenal militaire commence à dater » en pointant du doigt un sabre. Trump qui risque aussi l'impeachment dans l'affaire russe. Pas question de quitter le bureau ovale qui est en forme de la faucille et du marteau, symbole du communisme. Dans l'affaire Julian Assange, l'abandon des poursuites pour le viol d'une jeune femme. Assange qui demande et pour le viol de secret d'État. Le procureur qui rétorque « Désolé, le risque de récidive est trop important ». Une petite réaction peut-être sur Julian Assange ? Je crois que la France s'honorerait à lui donner le droit d'asile, même si tout n'est pas rose, tout n'est pas blanc plutôt dans les pratiques d'Assange. Et de Wikileaks. Et de Wikileaks, évidemment, mais je crois que ça serait quand même à l'honneur de la France de l'accueillir. Et enfin, une dernière image après la passation de pouvoir. Macron, déjà au travail. Et sa première mesure, un plan anti-sécheresse, alors qu'on voit François Hollande trempé sous la pluie. Merci donc à Dilemme pour cet humour toujours aussi caustique. Merci à vous quatre d'être venus commenter, décrypter l'actualité de la semaine. Merci à vous de votre fidélité. Dimanche prochain, c'est le retour de Sylvia Garcia. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine.